Le président Macron a donné une interview, on en parlait il y a quelques instants avec Catherine Ney, il est très loquace. Le président, on l'entend parler à peu près tous les jours, n'est-ce pas? Il a parlé de l'immigration, il a dit qu'il ne souhaitait pas faire un référendum sur l'immigration. Linda Kebab, les policiers ont besoin de ce texte de loi sur l'immigration pour pouvoir agir ou pas? Ils l'attendent? En fait, ils en ont besoin parce que aujourd'hui, on a une problématique en fait dans la gestion. En tout cas, les missions qui sont celles des policiers avec des centres de rétention administrative qui sont débordés. Vous savez, on a dû changer à la demande du ministre les profils des personnes qui sont dans les CRA. Autrefois, c'est des personnes qui étaient interpellées très banalement et donc du coup qui se retrouvaient dans ces CRA en attente d'être expulsés quand elles l'étaient. Aujourd'hui, on a des profils très délinquants, criminels. On a des individus qui sont tous en fin de peine et qui sont en attente d'expulsion. Et donc du coup, aujourd'hui, on a une surcharge de travail avec des collègues qui sont vraiment débordés sur la voie publique. On vide ou on remplit un tonneau de Danaïde. En réalité, on ne sait même plus trop ce qu'on fait. Et oui, c'est un projet de loi qui peut être important pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous permettra de réguler un petit peu plus, parce qu'il y a notamment ce sujet-là, parce que la question, ça va être surtout des questions administratives, en fait, de gestion administrative, notamment la limitation des recours, etc. Mais en réalité, le vrai problème, en tout cas, que nous on rencontre depuis environ une dizaine d'années, c'est la dépénalisation du fait d'être en situation irrégulière dans le pays. Autrefois, c'était un délit. Vous interpellez une personne dans cette situation et donc vous pouvez avoir un traitement coercitif de cette personne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est une situation administrative. Et je pense en effet que ça a eu des conséquences dramatiques sur notre manière de gérer les choses parce qu'en fait, finalement, on est complètement démunis et inefficace avec la multitude de recours. Il y a une douzaine de recours possibles aujourd'hui. Et en fait, on travaille pour rien. En fait, dans la police, souvent, on travaille pour rien. Dans la lutte contre le stup, on travaille un petit peu pour rien. Dans ce type de situation, on travaille également pour rien. Il y a quelques thématiques pour lesquelles on arrive encore à avoir du résultat. C'est la lutte notamment contre le terrorisme. Mais dans le reste, on travaille un petit peu pour rien, et particulièrement ça. Je profite d'être encore là, juste quelques secondes. On a un collègue qui a été victime d'une tentative d'homicide volontaire, vous savez, lors de la manifestation du 1er mai, Nasser, il a subi une tentative d'homicide volontaire par immolation, cocktail Molotov, il a brûlé, il a été brûlé au second degré, il est traumatisé, choqué, et heureusement aujourd'hui, il a au moins la possibilité de se reposer auprès des siens, mais on aurait aimé éviter cela. Je vais vous expliquer quelque chose en fait qui nous affecte en tant que représentants du personnel. Il y a quelques années, il y a un président de la République qui, en faisant un geste, a responsabilisé l'ensemble des personnes qui occuperaient sa fonction. C'est un président de la République qui s'est rendu au chevet d'une personne qui... François Hollande au chevet de Théo. C'est ça. Alors, pour recontextualiser, cette personne, elle avait été interpellée dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Elle avait empêché l'intervention des policiers en assénant un coup de poing à un des collègues. Et du coup, les collègues, en voulant l'interpeller, il y a eu des blessures. Ça, c'est la justice qui se prononcera sur leur nature. Mais néanmoins, on a un président à l'époque qui s'est rendu au chevet de la personne, sans aucun élément de procédure, abandonnant complètement les policiers, et notamment la présomption d'innocence, pour laquelle combien de personnes sont très attachées, sauf quand ça concerne les flics. Et donc, du coup, on a eu ce président de la République qui est allé au chevet et qui a craché, on va dire les choses, au visage de l'ensemble des flics. Et là, vous demandez quoi, Emmanuel Macron? Notre collègue Nasser n'a même pas reçu un appel. Tentative d'homicide volontaire par un fonctionnaire qui protégeait les institutions, qui encadrait une manifestation à laquelle j'étais, puisque c'était contre la réforme des retraites. Une manifestation qui a lieu parce qu'aujourd'hui, on demande aux policiers de régler les problèmes économiques et sociaux de ce pays. Eh bien, ce collègue n'a pas eu un seul appel de l'Élysée. Et je trouve que c'est quand même dramatique qu'un policier qui manque d'être tué par le feu, parce qu'il protégeait les institutions, n'ait pas même un seul appel de ces mêmes institutions. Donc je trouve ça assez dramatique. Le préfet a fait son travail. En revanche, je pense qu'on aurait pu aller jusqu'à l'Élysée. À partir du moment où il y en a un, il y a quelques années, qui a endossé le rôle d'aller au chevet de personnes sans connaître des éléments procéduraux, ce serait bien que les suivants aussi aillent au chevet des policiers qui sont blessés. C'est un geste que les policiers apprécieraient, évidemment. Je vais vous dire honnêtement, je pense que notre collègue Nasser, il s'en fout. Aujourd'hui, il a juste envie d'être soigné, de sortir du traumatisme qui est le sien et de se voir mourir par le feu. Mais en fait, c'est important, c'est une symbolique, oui, c'est une symbolique, c'est de dire on vous a pas oublié. Parce qu'en fait, on en a parlé le 1er mai, mais depuis, on n'en parle plus. Parce que les policiers, vous savez, sont pudiques. Vous savez très bien, les journalistes ont beaucoup de mal à collecter les témoignages de policiers qui sont blessés, très pudiques. Ils s'étalent pas, ils font pas les drama queens dans les médias à parler de leurs blessures, contrairement à d'autres qui n'ont rien et qui font semblant d'être victimes. Qu'ils viennent témoigner, mais alors, vous savez, il y a la pression de l'administration qui leur impose une forme de devoir de réserve qui est en réalité une interprétation très administrative des choses. Parce que le devoir de réserve, en réalité, je le dis à mes collègues, n'empêche pas de témoigner de ses blessures. Le devoir de réserve, c'est des contraintes notamment de probité, de bonne tenue et de loyauté vis-à-vis de l'institution. Mais au-delà de ça, si on n'en parle pas et si j'en parle pas aujourd'hui, on va l'oublier et je tiens à ce qu'on ne l'oublie pas.